Bonsoir, bonjour à tous qui êtes chez vous à nous écouter. Bonjour à toute l'assemblée qui est avec moi. Nous sommes ce soir donc chez Alliancy. Je suis Catherine Moelle, la rédactrice en chef du média Alliancy, et nous sommes ravis d'être avec vous pour cet événement Alliancy Connect qui en fait est un événement que nous organisons régulièrement autour du club de nos lecteurs et des acteurs de notre écosystème pour évoquer certains sujets qui peuvent être, comme ce soir, donc ce fameux focus sur l'éthique et l'intelligence artificielle, mais nous organisons également d'autres types d'événements 2 fois par an autour d'une sélection de start-up innovantes sur un thème ou sur une problématique donnée, et également des débriefs tous les mois avec l'équipe de journalistes que j'anime pour justement vous faire des rapports d'étonnement réguliers. Voilà, donc ce soir nous sommes avec 3 personnes pour parler donc de ce fameux sujet d'IA et d'éthique. Pourquoi ce sujet? Parce que d'abord, c'est une question qui arrive régulièrement à la une de l'actualité. C'est une question également qu'évoque un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur des systèmes d'intelligence artificielle et pour qui il peut se poser un certain nombre de questions. Elles nous interrogent d'ailleurs régulièrement sur ce qu'elles font ou sur ce que nous pensons de ces questions-là. Et il y a évidemment eu une actualité très forte au printemps dernier, puisque le 21 avril dernier, la Commission européenne a déposé un projet de règlement sur l'intelligence artificielle. Projet qui entend proposer un cadre juridique pour une IA digne de confiance. Donc ça, c'était une première, disons, mondiale, si on peut dire ça comme ça. Ce plan visant à recourant à une approche en fonction des niveaux de risque. D'où le fait de dire risque inacceptable, risque élevé, risque limité ou risque minimal. Donc évidemment, on a vu qu'il y avait eu des biais qui avaient été d'ailleurs relevés régulièrement par la presse nationale et internationale sur justement des technologies de l'intelligence artificielle qui étaient largement biaisées puisque ça touchait au racisme, au sexisme, à la discrimination, etc., soit face à une appartenance à une religion, à une communauté, aux personnes handicapées, etc. Donc face à tout cela, effectivement, en légiférant ou en souhaitant légiférer sur ces sujets, la Commission européenne a notamment pour disons, vision de vouloir échanger ouvertement sur ces sujets avec les États-Unis notamment. Et d'ailleurs, elle dit en établissant des normes, ça c'est Margrethe Vestager qui l'exprimait lors de la déclaration de ce projet de loi, qui est la vice-présidente exécutive pour une Europe de l'ère numérique, disant en établissant des normes sur cette question, nous pouvons ouvrir la voie à une technologie éthique dans le monde entier et garantir que l'Union européenne reste compétitive en cours de route. Alors évidemment, pour l'instant, aucun de ces principes n'a été réellement mis en œuvre de façon opérationnelle. Ce ne sont pour l'instant que des projets. Pourtant, enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui souhaitent effectivement qu'il y ait des certifications, qu'il y ait des labels, qu'il y ait des méthodologies d'évaluation sur ces sujets-là. Elles le réclament. C'est un peu d'ailleurs la ruée vers l'or sur toutes ces questions. Mais aucune ne recueille un consensus. Et de l'autre côté, effectivement, un certain nombre d'entreprises de la tech, notamment les GAFAM pour la plupart, mais pas que, se sont exprimées sur l'intérêt effectivement de légiférer sur ces questions, sachant qu'elles souhaitaient, elles l'ont toutes quasiment dit, des règles évidemment souples pour ne pas pénaliser l'évolution de leurs innovations, sachant qu'elles estiment que leurs développeurs, évidemment, seraient trop contraints si les règles étaient trop contraignantes. Voilà, donc pour parler de ce sujet majeur aujourd'hui, 3 personnes. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Donc il y a Emmanuel Goffi, qui est le cofondateur et co-directeur du Global AI Ethics Institute. Bonsoir Emmanuel. Il y a William Eldin, qui est le fondateur de 22. Bonsoir. On ne va pas dire 22. Non. Et il y a Gwendal Bihan, bonsoir. Gwendal, qui est le CEO d'Actionable.
présenteront tout à l'heure rapidement leur entreprise. Donc, la parole est à Emmanuel. Emmanuel, quel est votre avis sur la question ? Alors, avis sur la question, c'est que on est aujourd'hui dans une situation où on est vraiment au début de la réflexion sur l'éthique et on reste toujours dans quelque chose d'extrêmement flou. Vous parliez du AI Act là, qui a été proposé, donc normalement il devrait être validé, il va y avoir un système de navette avec les instances européennes, on devrait l'avoir officiellement d'ici 2 à 5 ans. Ça reste quelque chose qui est supposé être un outil législatif, c'est-à-dire un outil de droit, mais quand on lit, ça reste quelque chose qui est, et ça rejoint ce que vous disiez sur les GAFAM, qui est extrêmement flexible, qui est extrêmement difficile à mettre en œuvre parce que c'est beaucoup de principes, beaucoup de grandes idées, mais quand il est question de les opérationnaliser, ça devient extrêmement compliqué. Donc on est vraiment dans des balbutiements, on est dans une discussion, et là aussi par rapport à ce que disait Margrethe Vestager, c'est l'idée, alors je pense qu'elle inverse dans son propos un petit peu la logique. La logique, c'est que l'Europe veut être compétitive dans un monde où il y a énormément d'argent à se faire avec l'intelligence artificielle. Elle ne peut pas rentrer en compétition ni avec les États-Unis, ni avec la Chine, qui sont les 2 grands leaders. Donc elle a trouvé une niche qui est la niche normative. Donc cette niche normative, quand on lit l'ensemble des documents de l'Union européenne, c'est écrit en filigrane et parfois d'ailleurs c'est affiché de manière très très claire, l'Union européenne cherche un moyen de se faire sa place dans ce marché de l'intelligence artificielle et donc elle utilise la norme pour faire ça. Mais on voit bien, et ce que vous disiez pour les États-Unis, c'est valable pour d'autres pays, tout le monde n'adhère pas avec les normes européennes, tout le monde n'a pas un intérêt à se contraindre avec ces normes qui peuvent être extrêmement pénalisantes effectivement pour le développement et puis évidemment pour la compétitivité internationale, et c'est ce qu'on voit par exemple avec les entreprises françaises. Donc il y a quand même, on va dire, un certain blocage. Et ce certain blocage, il vient essentiellement du fait que la plupart des gens voient des normes qui leur sont imposées. Et quand on est une petite entreprise et qu'on voit ces normes, qu'on lit le RGPD, qu'on lit les actes, qu'on lit les documents normatifs de l'Union européenne, on est perdu dans une espèce de logorée juridique, et finalement on n'arrive pas à comprendre ce qu'on doit faire, par où on doit commencer, où est-ce qu'on doit aller, et finalement à quoi ça correspond exactement. Donc là pour l'instant on est dans des balbutiements, et je pense que les entreprises petit à petit vont être obligées, de toute manière il y a une pression internationale, pression d'ailleurs nationale. Ce qui veut dire que les bases quelque part sur lesquelles travaillerait l'Union européenne aujourd'hui seraient des bases trop standards, trop superficielles? Ce sont des bases superficielles pour plusieurs raisons, déjà parce qu'on pourrait discuter pendant des heures, mais déjà parce qu'on ne fait pas de l'éthique. L'Union européenne ne fait pas de l'éthique. On est toujours en train d'utiliser ce mot éthique, on ne fait pas de l'éthique. On fait de la normativité, on fait ce qu'on appelle de la soft law, c'est-à-dire quelque chose qui est un petit peu à cheval entre de la morale et puis du droit. Et puis c'est fait par des gens qui ne sont pas des spécialistes d'éthique, et puis c'est fait aussi au sein de l'Union européenne. On sait très bien qu'il y a des lobbies, on sait très bien qu'il y a tout un tas de gens qui font en sorte évidemment de tirer leur épingle du jeu. Donc on se retrouve avec des réglementations qui sont ni faites ni à faire. Et avec une multiplication d'ailleurs des normes, une multiplication des réglementations. Et quand on rentre dans le détail et qu'on essaye de comprendre les principes, on a toujours un principe qui se réfère à un autre principe d'un autre texte, qui lui-même se réfère à un autre principe. Et en fait, on est obligé de lire une masse phénoménale de documents pour envisager de comprendre, par exemple, ce qu'est la confiance en l'intelligence artificielle. Et au final, c'est impossible. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement superficiel, qui donne, et ça c'est un vrai problème, qui donne un faux sentiment de sécurité aux entreprises. Voilà, je coche mes petites cases, je fais ça, et je suis tranquille. Mais là, je fais le pari à court, moyen terme qu'il y a des entreprises qui auront coché toutes les cases, qui vont se retrouver dans des situations où on leur dira non, ça ne suffisait pas, parce que vous n'avez pas regardé ça, parce que vous n'avez pas anticipé cette preuve, vous avez mal compris, etc., etc. Donc il y a un faux sentiment qu'on donne aux entreprises de sécurité en leur disant suivez ces règles et tout va bien se passer. C'est un peu comme le RGPD, en fait, ou la exactement RGPD. Comme le RGPD. C'est exactement comme le RGPD. De toute manière, quand on lit le RGPD, c'est pareil. Une fois que les lois sortent, mais ça c'est valable pour l'intelligence artificielle ou pour n'importe quel cadre, une fois que les lois sortent, vous avez tout un tas de gens qui sont payés pour trouver les failles dans ces lois. Et pour trouver comment on peut les interpréter, comment éventuellement d'ailleurs on peut les contourner, c'est ce qu'on fait en droit international. Il y a de magnifiques règles qui sont toujours faites à minima pour assurer un consensus et un compromis, et puis ensuite vous avez des gens qui sont payés pour aller chercher les petits défauts, les petites faiblesses dans lesquelles on peut s'engouffrer. Et donc, encore une fois, ce sont des règles qui sont très superficielles. Alors elles ont le mérite d'exister certes, mais elles posent énormément de problèmes à mon sens. Alors jusqu'à présent, vous voyez un certain nombre de grands groupes mettre des comités d'éthique en place, et d'ailleurs de se targuer de le faire, et que c'était quelque part une barrière au biais, justement.
Votre avis là-dessus? Mon avis, c'est que quand on regarde les comités d'éthique, déjà, il y a un problème fondamental, c'est que, et ça c'est quelque chose, j'essaye de le répéter, il faut que les gens comprennent ça, l'éthique, c'est de la philosophie, c'est une matière. Quand on fait de l'éthique, on fait de l'éthique. Voilà, il faut avoir des bases, il faut avoir des connaissances, il faut avoir un bagage philosophique. L'idée, c'est pas, encore une fois, de citer Emmanuel Kant en allemand dans le texte, mais on est obligé d'avoir des bases. Et la plupart du temps, les comités d'éthique sont constitués de gens qui n'ont aucune base en philosophie, aucune base en éthique. Donc, ce sont des gens qui ont soit un bagage juridique, soit qui sont complètement hors du champ de l'éthique ou de la normativité, quand on regarde un certain nombre de comités qui sont constitués par exemple de représentants de grandes entreprises, on voit bien que la volonté, ça n'est pas d'avoir une réflexion de fond sur l'acceptabilité ou la non-acceptabilité d'un produit, mais c'est d'avoir une réflexion qui permette d'avancer ses pions et de ne pas soi-même être contraint de sur manière... les marchés. Exactement, sur les marchés. Mais ça, c'est quelque chose, on a l'impression de découvrir le fil à couper le beurre, mais c'est quelque chose qui existe dans tous les systèmes normatifs. Systématiquement, quand vous avez plusieurs agents, plusieurs acteurs qui se mettent autour d'une table, eh bien chacun va essayer de tirer la couverture à lui, et on se retrouve toujours avec des réglementations qui sont à minima et qui permettent un certain degré d'interprétation de manière à ce que tout le monde adhère. Parce que si on a des règles trop contraignantes, il y a des gens qui ne veulent pas adhérer, et puis finalement, en tout cas la règle, la norme perd de son poids. Et pourquoi on ne peut pas en rester là, justement, en se disant... finalement, on va s'adapter plus ou moins. Pourquoi il faut aller plus loin que ça? Il faut aller plus loin parce que l'intelligence artificielle, ça présente d'énormes avantages, indiscutablement, mais il y a aussi tout un tas de risques qui sont associés. On en entend parler régulièrement, on parlait tout à l'heure des biais, ça peut être aussi des problèmes de surveillance, on en parle avec le pass sanitaire, on en a parlé avec l'application Stop Covid, le tracking, etc. Donc toutes les dérives qu'on peut voir dans d'autres pays, pas seulement la Chine d'ailleurs, les États-Unis ou même d'ailleurs en France, on a aussi la surveillance. Donc il faut anticiper ces dérives. Et il y a une question fondamentale que personne ne se pose et qu'il faut se poser, c'est vers quel modèle de société veut-on aller ? Est-ce qu'on veut aller vers une société où effectivement on perd le contrôle sur la technologie et puis finalement on se retrouve surveillé, contrôlé, tracé, même à notre insu, même sans le savoir? Est-ce que vraiment on veut ça? Et en fait, ça c'est un débat qui devrait être un débat citoyen, ça ne devrait pas être un débat, on va dire, top-down, qui vient de l'Union européenne, avec des lobbyistes, avec des politiques qui voient un intérêt particulier, et ensuite qui l'imposent aux citoyens. Il faudrait vraiment que les citoyens, ensemble, se posent cette question en se disant, qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants, qu'est-ce qu'on veut pour les futures générations? Ce que vous me disiez également, c'est qu'il y avait une deuxième dimension qui était occultée. C'était le jour où on sera confronté à un vrai problème, que fait-on? Ça va être clairement le problème. Encore une fois, je me rappelle il y a quelques années d'un problème avec un véhicule Renault. Voilà. Non, même pas autonome, un véhicule Renault, et puis un limitateur de vitesse, et puis une dame était passée au travers d'une barrière de péage, et puis on s'était dit, mais qui est responsable? Parce que c'est la grande question, qui est responsable? Alors c'est vrai que sur le papier c'est facile, parce qu'on va dire c'est le constructeur, c'est le programmeur, etc. Mais en fait non, c'est jamais facile. Donc là, ce qu'on essaye de faire, et ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on essaye de définir des responsabilités a priori, en se disant mais qui sera responsable en cas de survenue d'un problème, alors que dans la majorité des cas, en règle générale, ce qui se passe, c'est que la responsabilité, elle est décidée a posteriori, après une enquête, après une étude, et puis elle est répartie. Et en fait, en essayant de chercher cette responsabilité a priori, en fait, on fait croire aux gens que c'est bon, c'est réglé. S'il y a un problème, c'est lui, c'est elle qui va être responsable. Sauf que quand il se passe quelque chose, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Comme ça fonctionne, c'est on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, on va essayer de savoir qui était responsable, qui savait, qui avait des bonnes intentions, qui avait des mauvaises intentions, etc., etc. Donc il y a tout un processus à mettre en place qui suffira, enfin en tout cas, ça ne suffira pas de dire, c'était lui ou elle qui était responsable de la dimension éthique. Donc il y a vraiment un gros travail, et le jour où il y aura un problème qui va se poser, eh bien, on va découvrir que la manière dont a été présentée les choses, qui était extrêmement simpliste, eh bien, elle se heurte à la réalité qui est extrêmement complexe. Alors, quelles peuvent être les solutions, justement, pour les entreprises qui se posent ces questions-là? Enfin, comment elles peuvent avancer sur ces questions? Il y a deux choses à faire. Il y a déjà, d'une part, suivre les normes, parce que de toute manière, ça, c'est quelque chose qui est obligatoire. On n'a pas le choix, donc il faut effectivement déjà soit avoir quelqu'un qui est spécialiste de la normativité, donc ça peut être un avocat ou ça peut être quelqu'un qui est un peu plus versé dans l'éthique, mais qui va accompagner l'entreprise dans la compréhension et l'utilisation de l'ensemble de ces textes pour ensuite les appliquer à un cas bien particulier, parce que là aussi, on a des normes générales, mais il faut être capable de les adapter aux différents cas, aux différents types d'entreprises, aux différents types de secteurs d'activité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la conformité, on suit les règles. Et ensuite, il y a une autre dimension, parce qu'il faut aller au-delà de la conformité, c'est une dimension de réflexion profonde. Alors,
Je sais que des fois ça fait peur de se dire on va avoir un philosophe dans l'entreprise, mais on peut appeler ça un éthicien, un philosophe, peu importe. Sciences humaines, quoi. Même plus que sciences humaines, parce qu'on est vraiment dans des questions de philosophie. Oui. Là, il faut faire attention, il ne faut pas un philosophe philosophant, parce que ça peut très, très vite devenir aride et complètement inintéressant, mais il y a des gens qui sont spécialisés dans ces questions d'éthique de l'intelligence artificielle, et il faut solliciter ces gens-là pour aller au-delà, et se poser des questions de base, des questions de fond, c'est quelles sont mes valeurs, quelles sont les valeurs que je veux transposer dans mon entreprise, quelles sont les limites que je me fixe au-delà même de la conformité à un certain nombre de règles, est-ce que potentiellement je peux envisager de dépasser ces limites, dans quelle situation? Donc il y a toute une réflexion à avoir pour ensuite pouvoir effectivement se conformer à ces normes. En gros, l'idée c'est qu'il faut créer un espace éthique d'une certaine manière au sein de l'entreprise. Ça peut être tout petit, ça peut être une personne, deux personnes, mais il faut qu'il y ait un espace. Ça peut être ponctuel. Ça peut être ponctuel, c'est pas forcément quelque chose de continu, de constant, mais il faut un espace éthique où il y a de la réflexion, où quand j'ai un doute, je peux me tourner vers quelqu'un, où je peux solliciter par exemple un comité d'éthique, un vrai comité d'éthique, avoir une discussion. Et puis ensuite, le patron, le directeur de l'entreprise, il va prendre sa décision en fonction. Mais il faut véritablement aménager ce petit espace où va y avoir des réflexions éthiques qui sont bien au-delà de la simple conformité aux règles qui sont édictées par l'Union européenne. Eh bien, merci pour cette entrée en matière, Emmanuel. On va vous adresser un petit sondage, justement, pour savoir comment vous adressez ces questions au sein de votre entreprise. Donc, n'hésitez pas à répondre. Le sondage, normalement, devrait s'afficher. Enfin, je ne sais pas. A priori, ça va s'afficher. Et nous allons avoir un retour direct sur vos réponses, sachant que le sondage, c'est sur ce sujet de l'éthique en intelligence artificielle. Qu'avez-vous mis en place dans votre entreprise? Donc, une charte interne, une charte externe, les deux. Rien, mais vous y réfléchissez de plus en plus. Rien, car ce n'est pas un sujet qui vous préoccupe. Donc, on attend votre retour. Ah, donc, ça dure combien de temps le sondage? C'est bon. Eh bien, qu'en pensez-vous? Allez-y. Donc, c'est rien. Mais nous y réfléchissons de plus en plus. On s'y attendait. Oui. On s'y attendait, on en avait parlé un peu avant. Alors justement, la parole est à William Eldin, donc CEO et fondateur de 22. Oui. Alors dans votre entreprise, effectivement, vous avez mis les deux en place, puisque si on répond à ce sondage, vous répondez aux deux. Donc, et ça fait déjà un certain temps. Donc, pourquoi et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça et à avancer comme ça? 22, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 5 ans et demi, qui a 70 salariés et qui est spécialisée dans la vision par ordinateur. Donc c'est vraiment tout ce qui est interprétation de vidéos et d'images. Donc les sujets centraux sont souvent la reconnaissance faciale, sont souvent justement la surveillance, sont souvent toutes ces choses qui viennent titiller un peu nos valeurs et potentiellement nos propres limites à chacun. Et en plus, que ce soit en interne pour recruter et pour contrôler les valeurs de l'entreprise tout au long des développements des algorithmes, mais aussi en externe pour justement être clair avec le client sur notre positionnement et pouvoir délimiter et faire un cadre avec lui, oui, on a mis en place ces deux outils-là. On a mis en place une charte interne qui détaille de nos valeurs jusqu'à nos cadres et potentiellement des sorties de cadre sur certains sujets, comme on disait juste avant, mais surtout sur les méthodos aussi d'apprentissage de nos algorithmes et où est-ce qu'on va chercher la donnée et comment. Parce que c'est tout un système aussi, ça. On peut les faire bien et on peut le faire un peu mal. Donc du coup, on essaie de cadrer tout ça. Et en externe, du coup, c'est plutôt sur jusqu'où on va avec quel type de projet. On se positionne sur la reconnaissance faciale, où on dit qu'on ne fera jamais de reconnaissance faciale dans des lieux publics. Pour autant, on a quelques cas très isolés qui sont à l'étude en ce moment. Et aussi, c'est sur des positionnements où ça vient nous titiller un petit peu tous. Dès qu'on parle de surveillance, dès qu'on parle même d'autres cas type nos enfants, de marketing, etc. Vous imaginez que des caméras, il y en a partout. Il y en a et dans les villes et dans les magasins. Et que si on voulait ressortir des chiffres, des indicateurs, des choses précises, grâce à la vision par ordinateur et sa capacité à finalement analyser des scènes complexes de la vie de tous les jours, on pourrait en sortir
beaucoup d'informations qui sont utiles à l'économie et donc au business. Donc, c'était important parce que pour partir et commencer 22, honnêtement, j'étais paumé. J'étais complètement paumé sur l'éthique. On a tous nos propres valeurs, on a tous nos propres limites et elles sont indépendantes et dans la tête de chaque personne. D'où l'intérêt de structurer un peu. D'où l'intérêt de structurer. Je l'ai senti à un moment, j'avais des sujets qui arrivaient où moi ça titillait mon éthique. Et donc je disais, attendez, et puis j'avais des commerciaux qui disaient, oh, attends, moi j'ai ma prime, c'est quand même ça, etc., etc. Donc à un moment, il faut siffler la fin de la récré, il faut essayer de mettre tout le monde autour de quelque chose de bon sens, mais à la fois aussi, et c'est ce dont on souffre quand on crée un comité éthique, quand on crée une charte éthique, etc., c'est cette espèce de « ah ouais, il veut se mettre en avant, il veut faire de la communication » et en fait, ce qu'il met à l'intérieur, c'est un peu creux. Et finalement, tout l'intérêt pour 22 était de faire ça en cachette un peu, de manière vraiment personnelle et vis-à-vis de nos clients. Oui, parce qu'il y a un délai entre la charte interne que vous avez sortie il y a 2-3 ans et la charte externe que vous sortez aujourd'hui. Ben oui, parce qu'on a peur. Oui, bien sûr. Hein, on a les peurs de… Voilà, la charte interne, on est très clair entre nous et ça fait partie des papiers qu'on lit dès qu'on rentre dans l'entreprise. La charte externe, elle est exposée au grand jour. On serait parmi les premiers à faire une charte éthique. Alors, il y en a d'autres, hein, mais parmi les premiers à faire une charte éthique autour de la vision par ordinateur, sujet qui est regardé x10 justement, vu toute l'utilisation de ces caméras dans les villes et autres. Donc, ouais, j'avais peur. J'avais peur d'utiliser les bons mots, j'avais peur d'utiliser, enfin les mauvais en tout cas, j'avais peur d'aller un peu trop loin ou de pas assez et de faire un peu bullshit en termes de communication. C'était vraiment… Donc, Gwendal, bonsoir, et donc CEO d'Actionable. Donc, déjà, qu'est-ce qu'est Actionable? Et puis, comment vous voyez cette idée de créer une charte, parce que vous aussi, vous l'avez fait. Donc, Actionable, en 2 mots, nous, on est une 50aine de personnes et notre métier, c'est de développer des IA qui soient durables et responsables. Donc, durables dans la finalité, on va essayer de maximiser l'impact social et ou environnemental, et responsables dans la façon dont on les conçoit, sur les aspects à la fois éthiques, mais aussi consommation, etc. Et nous, moi, la conviction que j'ai, c'est pour que, au-delà des chartes, ce soit vraiment ancré dans le quotidien, il faut un peu 2 choses. Il faut à la fois des corpus, et donc là, en effet, les chartes, ça peut être les bons moyens de sensibiliser. Nous, on a fait plutôt le choix de signer des chartes existantes. Donc, typiquement, la déclaration de Montréal, l'équipe l'a signée, on l'a affiché, etc. Mais assez vite, on s'est rendu compte, et c'est vrai aussi sur l'ensemble des sujets un peu sociétaux, hein, la diversité femmes-hommes, les engagements sur le climat, si on ne fait, entre guillemets, que signer les chartes, au mieux, les bons élèves, ceux pour qui peut-être ça résonne un peu plus, vont l'appliquer au quotidien, mais généralement, ça ne diffuse pas, quoi. Et donc, pour moi, il y a un deuxième volet qui est hyper important, c'est de faire en sorte que ça rentre vraiment dans les processus, quoi. Et donc là, nous, on est en train de se faire certifier auprès du LNE, qui est un peu l'équivalent d'un AFNOR ou d'un Bureau Veritas, pour venir vraiment processiser au maximum nos processus de conception, de développement, de mise en production de nos IA, et s'assurer que les corpus, la charte, elle ne reste pas juste sur le bureau une fois qu'on l'a signé, mais qu'à chacune des étapes, on a bien la déclinaison opérationnelle en outils, en méthodos, en processus, avec des garde-fous, des moyens de le contrôler. Et on a voulu le faire de façon opposable, et donc avec un tiers certificateur, pour aussi apporter plus de confiance à nos clients, aux personnes qui nous font confiance et qui nous financent, comme la BPI et autres, et aussi, bien sûr, comme le disait William, sur les salariés, c'est-à-dire d'avoir des engagements concrets. Et voilà. Donc, moi, je pense que les chartes, c'est bien, mais c'est un début, quoi. Et derrière, il faut faire en sorte que ça rentre vraiment dans le quotidien. Personnaliser la charte par rapport à son activité, sa propre éthique aussi. Et l'intégrer dans les process. Et l'intégrer dans les process. Et là, c'est vraiment souvent plus dur. Si on prend un exemple tout simple comme les biais, par exemple, et notamment les biais cognitifs et l'impact que ça peut avoir sur le sexisme. De signer une charte, il y en a une qui est très bien, par exemple, qui s'appelle Arborus. C'était Orange qui était un peu à l'initiative de ça. Donc c'est très bien. Par contre, ça reste encore assez vague sur comment je l'implique. Si vous voulez derrière faire en sorte de vraiment identifier ces biais et derrière débiaiser, redresser vos jeux de données très concrètement, il faut des outils, il faut former les gens. Et il y a toujours eu des biais dans les… si vous avez une sonde de température qui est un peu biaisée, qui vous donne 1 degré ou un demi-degré de plus, voilà.
Donc les data scientists ont toujours été habitués à traiter des biais. Par contre, il faut qu'ils aient conscience que, attention, si je fais apprendre mon algorithme sur le passé et que dans le passé, on a plus octroyé des crédits, par exemple, à des femmes qu'à des hommes, l'IA que je vais faire, elle va ne faire que reproduire le passé. Et donc, si le passé était sexiste, le modèle le sera aussi. Et donc, il faut bien cette prise de conscience auprès des concepteurs, mais aussi des processus qui fassent que, et des outils qui fassent que vraiment, au quotidien, ce soit ancré. Sinon, ça reste des intentions. Emmanuel, comment vous voyez justement ce regard des entreprises par rapport à toutes ces problématiques? C'est de plus en plus, comme nous répond notre sondage? Non, votre sondage, moi, il me paraît tout à fait cohérent avec ce que moi je peux voir. C'est que oui, effectivement, on voit partout, il y a besoin d'éthique, il y a des questionnements éthiques, on a besoin d'éthiciens, mais je vois également aussi que les entreprises, finalement, elles disent c'est pas urgent. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence encore. Il n'y a pas d'urgence rouge, on va voir venir, on attend. C'est un peu comme le RGPD, on s'en est inquiété le jour où c'est tombé. Exactement, ou alors il y a des entreprises effectivement qui viennent chercher juste une certification. Le problème de la certification, et je suis complètement d'accord sur l'idée que la charte, ça n'est qu'une étape, mais la certification, ça n'est qu'une étape aussi. C'est-à-dire que simplement se donner bonne conscience en disant voilà, j'ai un certificat qui me dit t'es bon élève. Oui, mais je pense qu'on est tous d'accord sur l'idée qu'il faut aussi créer une culture éthique. Il faut vraiment une culture. Il faut que à un moment donné, je fais juste 3 secondes de philosophie. Emmanuel Kant vous dit la chose suivante quand on fait de la déontologie. Il vous dit vous avez les règles qu'on suit par conformisme et vous avez les règles qu'on suit par devoir. Conformisme, c'est on m'a dit de faire ça, je le fais. Et bien pour Emmanuel Kant, qui est le patron de la déontologie, il dit ça a moins de valeur morale que si je fais quelque chose par devoir, c'est-à-dire quelque chose dont je suis convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Donc si on n'est pas capable dans les entreprises auprès des collaborateurs de faire comprendre aux gens que c'est pas simplement je me conforme et c'est pas simplement j'ai un stempel et donc je suis gentil et donc je suis éthique, si on n'est pas capable de leur faire comprendre qu'il y a aussi cette nécessité extrêmement importante finalement de s'engager dans cette démarche-là, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc je ne suis pas surpris encore une fois avec votre sondage parce que c'est ce que je vois moi quand je vois les entreprises, c'est oui, bon, alors, puis encore une fois, on ne sait pas trop par où commencer, on ne sait pas combien ça va coûter, Absolument. On ne sait pas vers qui se tourner, etc. Donc il y a tout un tas d'incertitudes, il y a aussi une peur de cette normativité pour certaines entreprises. Moi j'ai rencontré certains patrons d'entreprise, ils me disent mais il y a une masse d'informations, on ne sait plus quoi faire avec tout ça. Et puis, il y a aussi des entreprises qui disent, oui, mais si je commence, moi, à me contraindre avec ces règles-là, par rapport, par exemple, à des concurrents internationaux, je vais me pénaliser. Est-ce que c'est vraiment mon intérêt, moi aussi, d'aller chercher ce genre de contraintes? Donc, pour l'instant, on est un petit peu, je pense, au balbutiement. On regarde, en fait. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu, c'est un round d'observation. J'espère que ça va évoluer. On a une question de la salle, justement. Alors des réseaux sociaux plus exactement, donc Neruc Popani qui nous dit comment testez-vous la compétence éthique des personnes qui doivent prendre des décisions éthiques, formation, entretien ou autre, et comment évaluez-vous les risques éthiques liés à l'IA dans la pratique? Qui veut répondre? Aux valeurs de l'entreprise, aux valeurs des personnes qui sont dedans, et puis potentiellement... C'est dans qui vous croyez en fait et avec qui vous travaillez. C'est ça. C'est ça. Emmanuel? Je pense qu'il y a 2 manières de faire. Il y a soit une manière qui est très simple, et vous avez par exemple affaire à une entreprise où les gens ne savent pas, et à ce moment-là, le travail de l'éthicien, c'est d'aider, de construire, de bâtir autour des normes qui sont préexistantes, et donc de dire voilà quelles sont globalement les règles que vous devez mettre en place. Donc après, il doit y avoir une formation, il doit y avoir de la communication, de l'information. Moi, je suis un petit peu plus partisan d'aller dans des entreprises où il y a déjà une conscience, et en fait, là encore une fois, je refais de la philosophie, on va faire plus de la maïotique que vraiment du sophisme. L'idée, c'est pas d'aller créer un discours pour expliquer, c'est de faire comprendre aux dirigeants et à ses collaborateurs que l'éthique, ils l'ont déjà. Ouais. Ils l'ont déjà, il faut simplement la développer, il faut simplement la mettre en pratique, il faut l'aligner sur les règles qui sont les règles qui existent, parce qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est plus ça, parce que je ne pense pas qu'un philosophe a aucune légitimité à aller dans une entreprise en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable. C'est plutôt d'aller poser des questions qui vont permettre aux chefs d'entreprise et à ses collaborateurs de se positionner par eux-mêmes. Parce que finalement, l'éthicien, c'est simplement un outil, c'est simplement un acteur parmi d'autres, mais ce n'est pas à lui de décider. Bien sûr. Donc, voilà. Sur l'éthique, je pense que je suis vraiment pas la bonne personne pour répondre. En revanche, sur les sujets IA de confiance tels qu'ils ont été un peu balisés par la Commission européenne avec son livre blanc, avec là son projet aussi de réglementation, ça commence à être plutôt bien balisé autour de 6-7 grands thèmes. Et il y a des questionnaires d'auto-évaluation. Il y en a un, par exemple, de Substra Foundation qui a été construit de manière collaborative. Et donc, sur des sujets très pratico-pratiques, qu'est-ce que j'ai déjà mis en place? Oui, non. Ça permet déjà d'avoir un point de départ. Donc, ça ne répond pas à la question sur
à quel point je suis éthique ou pas. C'est un peu un proxy par rapport à une approche normative ou pré-normative ou de label volontaire de personnes qui se sont réunies et qui ont posé un référentiel où je me situe. Est-ce que ça crée une différenciation sur le marché? Oui. Oui. Ben c'est même, pour compléter tout à l'heure, c'est même nous, les candidats, qui nous disent et qui nous posent des questions. Est-ce que vous faites ce genre de marque sujet? employeur déjà? Ah mais carrément, on en parlait juste avant, mais s'il y a une espèce de pénurie quand même dans tout ce qui est data scientist et tout ce qui est ingénieur en deep learning, etc. Quand ils se posent en face de moi en entretien, souvent c'est une des 3 premières questions. Quels sont les types de projets que vous faites? Comment vous les abordez? Quelles sont vos limites? Oui, c'est clairement un sujet qui est pas du tout tabou. Et on choisit à ça. Il m'arrive de travailler avec des très grosses boîtes qui sont plus ou moins dans le militaire ou dans la sécurité. Et ce n'est pas du tout le même mindset et les mêmes valeurs que d'autres boîtes qui sont dans le recyclage. Et donc du coup, ça, je pense qu'on est attiré aussi de manière assez naturelle par des activités qui ressemblent à nos valeurs. Donc oui, ils posent le débat tout de suite. Il pose la question tout de suite et ça permet de baliser aussi tous ces documents et tous ces comités concrets. Nous, on n'est pas, aujourd'hui, on est du coup une société à impact centrée sur le développement durable. On n'est pas né à impact. On a fait ce pari il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et donc, du coup, on a fait nos homework, on s'est fait certifier B Corp, on s'est fait certifier Green Tech Innovation par le ministère de la Transition écologique. Et on l'avait fait notamment pour mieux capter ces talents sur lesquels il y a beaucoup d'intérêt. Et ça a été vraiment immédiat. Parce qu'on a été très clair sur, on a mis des exclusions. Par exemple, on a dit le militaire, c'est non, on ne travaillera pas, et vous pouvez aller voir sur notre site. La pornographie, c'est non, le tabac, c'est non, etc. Le charbon, c'est non. Et ça, du coup, des candidats qui avant ne s'intéressaient pas à nous, du coup viennent, parce qu'ils savent aussi que sur la techno, on est aussi sans compromis. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas venir chez nous juste parce qu'on est green ou juste parce qu'on est impact. Si c'est pour être sur des vieilles techno, bon, ça ne va pas les intéresser. Mais il y a vraiment des talents qui viennent aujourd'hui et je pense que c'est dans les critères numéro 1 ou numéro 2 chez la jeune génération, c'est vraiment l'impact. Ils veulent vraiment donner du sens, en particulier sur l'urgence climatique, sur la réduction des inégalités, et c'est vraiment très très important. Vous allez regarder sur les campus, c'est pareil, ils choisissent aujourd'hui leur école, non seulement en regardant le classement de Shanghai, mais aussi en allant regarder dans le détail, est-ce que c'est sur tel campus que j'aurai davantage d'informations sur la finance durable, sur la RSE, etc. Alors vous avez parlé par rapport effectivement à l'attractivité des talents, par rapport à vos clients. Oui. Ah bah oui, c'est la même chose. Maintenant, de toute façon, dans chaque appel d'offres ou AMI ou autre sujet public et même privé, il y a une grosse charte RSE à fournir. Il y a de plus en plus même de chartes éthiques qui sont demandées. Ça m'est arrivé là ces derniers temps. Il y a des très grosses entreprises au CAC 40 qui demandent justement de fournir la charte éthique de l'entreprise. Donc oui, tout le monde est concerné et je pense que c'est ce qui permet aussi à ce sujet de naître, qu'on soit là tous les 3 et tous les 4 même aujourd'hui à en parler, c'est parce que ça émerge de plus en plus et c'est devenu une question en fait, où on doit choisir, on doit se positionner. Et c'est ce qui est difficile, sans règles, sans loi, avec notre propre mœurs à tous, de se positionner. Alors justement, l'Europe souhaite se positionner, justement. Est-ce que ça peut être un avantage concurrentiel, finalement, vis-à-vis des États-Unis ou de la Chine, ou est-ce que ça peut aussi nous pénaliser? Votre avis sur la question? Moi, je pense que ça va nous pénaliser sur le long terme. Indiscutablement, ça ne nous empêchera pas d'avancer, mais on ne sera jamais compétitif. De toute manière, à partir du moment, c'est du bon sens, à partir du moment où on a des normes, on a des contraintes, on a des limites, on est beaucoup plus pénalisé que ceux qui en ont moins. Ça, c'est indiscutable. Donc, nécessairement, sur le plan international, ça va limiter les potentialités. Et puis, encore une fois, c'est vrai que quand on parle des valeurs dans les entreprises, ça, il faut le multiplier aussi par l'ensemble des différentes cultures. Les valeurs qui sont exigées, qui sont attendues de la société française, de la société canadienne, la société allemande, ne sont pas les valeurs attendues par la société saoudienne ou la société chinoise. Donc là aussi, quand vous avez plus d'1 milliard d'habitants en Chine, on va se poser la question de quelles vont être les valeurs qui vont être mises en avant. Il y a peu de chances pour que ce soit les valeurs européennes. La Chine a clairement annoncé sa volonté d'être l'acteur leader en 2030. Elle n'acceptera pas de se soumettre à des réglementations européennes. Et ils ont un poids, ils ont une puissance qui est très largement supérieure à la nôtre. Donc tout ce qu'on est en train de bâtir aujourd'hui, ça fonctionnera pour l'Europe, ça fonctionne
fonctionnera pour les gens qui adhèrent à nos valeurs, qui sont d'accord avec nous. Hein. Les questions environnementales ne sont pas des préoccupations internationales et universelles. Donc les États-Unis en tête ne sont pas nécessairement les plus intéressés par ces questions-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des jeux de puissance. Donc soit l'Europe dira on fait ce qu'on peut, mais voilà, on est droit dans nos bottes, il y a un certain nombre de règles, on ne dépasse pas. Soit si l'Europe veut se retrouver acteur majeur et acteur important et retirer les dividendes de tout ça, elle fera, comme elle a fait dans tout un tas d'autres domaines, la sécurité, la défense, les relations internationales, eh bien, elle essaiera de contourner les règles, et puis voilà, et puis vous aurez des entreprises qui vont délocaliser dans certains endroits un certain nombre d'activités. Donc voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner globalement. Moi, je ne suis pas extrêmement optimiste sur le fait que l'Europe va, d'un seul coup, les valeurs européennes vont essaimer à travers le monde. Gwendal? Moi, j'ai un avis un petit peu différent. Je suis peut-être un petit peu plus optimiste. Alors, si je regarde encore une fois de ma petite fenêtre, on a un bureau au Canada, par exemple, à Montréal, et on a du coup maintenant l'expérience aussi du RGPD. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le fait qu'on soit conforme au RGPD et qu'on ait entre guillemets créé le bureau de Montréal et on utilise des outils qui sont au standard RGPD, c'est plutôt un avantage concurrentiel pour nous parce que là-bas, c'est vrai qu'ils sont plutôt en retard, mais ça arrive. Là, la province de Québec, par exemple, va passer la loi 64. Il y a aussi au niveau canadien et américain, du coup, une tendance à venir coller sur le RGPD. Et donc, du coup, vu que nous, on a un petit peu pris d'avance là-dessus, parce que ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'on est déjà sur ce standard-là, du coup, on a cet avantage-là et les clients, ils ne nous achètent pas que pour ça, mais c'est un petit plus. Donc moi, je me dis que là, ce qui se prépare avec l'acte sur l'IA, c'est un peu le RGPD de l'IA. Ça va donner un cadre, après il y aura tout un tas, ça va être plutôt soft law, il y aura tout un tas de déclinaisons, ça va prendre du temps, etc. Mais du coup, je pense que vraisemblablement, à minima aux États-Unis, on aura un peu plus tard des lois qui vont être un peu similaires, sans doute moins, peut-être moins coercitives, moins précises, mais on aura aussi un avantage compétitif possiblement par rapport à ça. C'est sûr que ce sera une contrainte, mais possiblement aussi un avantage. Alors, si je peux me permettre, le Canada, ça reste une situation particulière. Hein. Le Canada, c'est un pays de bien-pensance, c'est un pays de normativité, c'est un pays où il y a certaines normes, certaines attentes sociales qu'on ne retrouve pas aux États-Unis d'ailleurs. Ça doit être l'Amérique du Nord, ce sont 2 cultures différentes, et ça reste un épiphénomène. Moi, je travaille avec la Chine, je travaille avec le Maroc, je travaille avec Bahreïn. Leur considération, c'est pas du tout ça. On n'est pas sur des biais, on n'est pas sur le sexisme, c'est hors champ. Hein. C'est-à-dire que ils n'ont pas du tout notre vision. Ils n'ont pas notre vision. D'ailleurs, quand vous allez en Chine, il n'y a pas de questionnement éthique. Il n'y a même pas le questionnement. C'est-à-dire que le questionnement se pose pour les entreprises qui veulent pénétrer le marché européen. Moi, je travaille avec Huawei. Huawei se pose la question pourquoi? Parce qu'ils pénètrent le marché européen. Mais globalement, c'est pas dans leur ADN, c'est pas dans leur culture. Le confucianisme, c'est pas la chrétienté, c'est pas la même histoire, c'est pas la même manière de réfléchir. Donc, il n'y a pas ces questionnements-là. Vous allez au Maroc, il y a 0 réflexion éthique. Alors, on commence à discuter de ça dans les universités, mais ça n'existe pas. Carrément. Et ouais, pour rebondir, c'est en fait, au bout d'un moment, je pense que les entreprises, la technologie et le marché, on a besoin que ça se positionne. Alors comment, à long terme, c'est vrai qu'on ne le maîtrise pas, et encore moins moi, mais pour sortir du cadre expérimental de cette technologie et ancrer ça dans les systèmes fonctionnant dans la vie de tous les jours, il va falloir qu'on s'entende sur un cadre, il va falloir qu'on le respecte ce cadre. Et aujourd'hui, cette techno-là d'intelligence artificielle, alors je parle avec un focus sur la vision vu que c'est mon métier, elle souffre d'un non-cadre au général parce que on voit, hein, on expérimente, mais quand c'est pour déployer sur plein de caméras, sur un système vraiment global, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a trop de responsabilités et qui est-ce qui la partage et comment on se positionne. Alors justement, quand vous dites ça, quelle est la bonne échelle pour travailler sur tous ces sujets? Est-ce que c'est les entreprises d'un secteur d'activité? C'est une fédération? C'est Numéum qui traite, qui regroupe les entreprises? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Alors, je pense que ça va dépendre un peu de quoi on parle. C'est-à-dire que par exemple, nous, le certificat IA qu'on a choisi, c'est un premier niveau qui est très management process. Et dans le groupe de travail, il y avait à la fois des industriels, des acteurs du service, des petites entreprises comme nous, des géants comme Michelin, Thales, etc. Mais ça reste un premier niveau. Après, dès qu'on va vouloir être plus précis, ça va être, je sais pas, il y aura une norme sur la voiture autonome, il y aura une norme sur peut-être la reconnaissance faciale. Parce qu'on va avoir besoin de descendre beaucoup plus dans le détail et dans les cas un peu tordus, parce que c'est là qu'il va falloir du coup aussi accrocher. Donc je pense qu'il y aura forcément une combinaison des deux. Et les premières règles un peu
haut niveau, et puis ensuite des choses beaucoup plus précises qui vont être filière par filière. Et on voit les filières qui commencent à s'organiser, le transport ou des sous-briques du transport autonome, transport ferroviaire, etc. Donc moi je pense que ça va être un peu une cohabitation des deux. Et sur certains sujets, il y aura au début vraisemblablement des choses concurrentes, puis après tout ça va un peu se consolider, quoi. Par nature, en fait, cette technologie, elle fait des choses que nous savons faire. Et donc, comme nous, l'être humain, on est très varié sur nos compétences, elle va venir de manière vraiment granulaire partout, sur tous les secteurs d'activité, sur tous les métiers, sur toutes les différenciations qu'il y a entre les différentes compétences, même des êtres humains. Donc, du coup, oui, c'est partout. Et donc, c'est partout, il va falloir réfléchir global, il va falloir… Je pense que sachant que l'éthique dans la santé n'a rien à voir avec l'éthique sur l'automobile, par exemple, dans Pour autant, ce sont les mêmes outils, les mêmes absolument. technologies, les mêmes procédés d'apprentissage et d'exploitation. Et qui ne touchent pas non plus d'ailleurs le même type de public. C'est ça, c'est la difficulté, c'est la déferlante. Emmanuel, un avis là-dessus? Moi, à mon avis, c'est qu'il faut se focaliser vraiment au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire que je pense que c'est vain de se positionner sur l'international pour une simple bonne raison, c'est que l'international, ça évolue. Et encore une fois, il suffit de regarder l'environnement. Un tel pays est d'accord pour, et puis le lendemain, on n'est plus d'accord, et puis on change d'avis. C'est vrai pour les droits de l'homme. Je veux dire, toutes les grandes réglementations internationales fonctionnent à minima. Ça, je veux dire, il n'y a pas de règle où tout le monde est d'accord, tout le monde s'est mis autour de la table en disant voilà, on partage des valeurs, on y va, feu patate. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc pour l'intelligence artificielle, ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc je pense qu'on peut être idéaliste, il ne faut pas être naïf. Donc il faut vraiment que ce soit l'entreprise, il faut vraiment se centrer sur l'entreprise. Quelles sont les règles que je dois suivre? Parce que je n'ai pas le choix, c'est comme ça, c'est la loi. Quelles sont les règles que moi je m'impose en tant qu'individu et quelles sont les responsabilités que je veux prendre? Et c'est là où c'est vraiment important. Et puis ensuite, eh bien, les autres autour font ce qu'ils veulent. Et puis moi, je m'adapterai, je m'ajusterai, parce qu'il faut s'ajuster, c'est la loi du marché. On s'adapte aussi au marché international, aux contraintes sociétales, aux attentes, aux réglementations qui vont arriver. Et donc, on n'a plus qu'à s'ajuster. Mais je pense que, encore une fois, c'est l'entreprise. Ce n'est pas simplement le CEO de l'entreprise, mais c'est l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise qui doivent se dire vers quoi on veut aller. Voilà, vers quoi on veut aller. Et quelles responsabilités on est prêt à accepter, parce que la responsabilité, ça c'est vraiment, je pense, le mot-clé de tout ça. C'est clair. C'est quand je décide de passer une limite, de franchir une barrière, eh bien, il faut que je sache qu'il va y avoir des conséquences. Est-ce que je suis prêt à assumer ces conséquences ou est-ce que je ne suis pas prêt? Si je ne suis pas prêt, je ne dépasse pas la barrière et je mets à ce moment-là des systèmes qui me permettent et qui permettent à mes collaborateurs de ne pas franchir la barrière. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment que les entreprises se focalisent sur elles-mêmes et encore une fois, qu'il y ait à la fois la conformité et ensuite une réflexion de fond sur que fait mon entreprise, quelles sont les valeurs qu'elle véhicule, quelles sont les valeurs que moi je veux. Oui, et regarder après au-delà, éventuellement, si au niveau de sa fédération ou de sa profession, il y a des chartes un peu plus générales, génériques qui sont sorties. Bien sûr, mais même les chartes génériques, parce que c'est vrai que quand on parle même du transport, ce que tu disais, transport c'est plusieurs secteurs, la surveillance c'est plusieurs secteurs. L'utilisation des caméras de surveillance dans le domaine de la sécurité, c'est pas le même que surveillance de passage, de voitures, etc. Donc là aussi, c'est pas simplement un grand secteur, c'est quasiment du cas par cas. Et c'est là où c'est important d'avoir des comités d'éthique. C'est j'ai une situation, j'ai un contrat, on me pose une question, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Quelle est la règle? Est-ce que je m'inscris dans cette règle? Et si je m'inscris dans cette règle, quelles sont les potentielles dérives? Quels sont les risques? Quelles sont les conséquences négatives, positives? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc c'est quasiment du cas par cas qu'il faudrait faire. Est-ce que justement vous auriez un exemple à citer où ces questions se sont vraiment posées concrètement et où vous avez dit non? Par exemple, alors vous avez cité tout à l'heure le fait que vous ne travaillez pas dans le domaine de la pornographie, du militaire, etc. Oui. William? Oui, on a un comité éthique tous les 2 mois, composé d'un commercial de chez nous, d'un ingénieur en deep learning. On essaie de prendre des externes, donc un philosophe de renom qui est parmi nous ce soir, et en plus de ça, on essaie de prendre des gens qui soient un peu l'opposé et qui n'aient pas une philosophie très ouverte, donc dans le militaire, etc. Donc on essaie de faire un collège qui sait arbitrer avec, on va dire, un espèce de résultat assez logique par rapport à nos valeurs. Oui, on a refusé plusieurs projets sur l'observation des animaux, sur l'observation des mécaniques marketing d'achat d'un enfant dans un magasin. Bien sûr, on a déjà arbitré non et on a refusé du chiffre d'affaires. Donc ce sont des choses très concrètes, très ponctuelles, etc. Exactement. Qu'est-ce que vous voyez justement avec les entreprises avec lesquelles vous travaillez? Nous, ce qui est plus simple, c'est qu'on a déjà exclu certains secteurs d'activité dans lesquels il est compliqué pour nous d'avoir une approche durable.
Et après, à la maille du projet, on a ce qu'on a appelé une scorecard où on pose des questions sur on va essayer de quantifier les externalités, notamment les externalités négatives. Est-ce que ça va détruire de l'emploi? Est-ce que ça va générer une facture énergétique très importante? Et là, après, le diable se cache un peu dans les détails, c'est-à-dire que tout ça, c'est un peu une balance. C'est-à-dire que si d'un côté, vous détectez des cancers, mais que certes, vous allez avoir une grosse facture énergétique, bon, peut-être que ça vaut le coup. Mais si c'est pour faire du meilleur ciblage marketing, bah, peut-être que ça ne vaut pas le coup. Et donc, du coup, au cas par cas, bah, on l'analyse et on dit si on fait ou pas. Qu'est-ce que vous donneriez, justement, une entreprise qui, justement, s'intéresse à ces sujets, vous donneriez quoi comme conseil aujourd'hui comment vous avez démarré? On a démarré par des réunions, même au resto, entre nous, en essayant de se faire un cadre en fonction des clients qui arrivaient et on était un peu choqués par notre propre éthique personnelle. Et ensuite, on s'est dit, bon, il faut structurer. Alors, on n'était pas bien structuré, on n'est que des ingénieurs. Nous, on a les mains dans les algorithmes tous les jours, donc on a un peu levé la tête, on a regardé ce qui se faisait. On a vu beaucoup de choses qui étaient très génériques et générales. Et du coup, on s'est senti concerné parce que on tient l'outil et on le développe pour les clients. Donc du coup, c'est à nous aussi de prendre un peu de responsabilité en amont. Et on a posé des gens autour de la table et puis on a dit voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se fait. Donc un outil comité éthique. On s'est mis à appeler, on s'est mis à se rencontrer, et on s'est mis à en parler et on a posé les premiers comités éthiques qui ont créé la charte éthique et qui ont créé en fait au fur et à mesure les sujets éthiques dans l'entreprise. Donc le nerf, le cœur, c'est vraiment le comité éthique où justement plusieurs personnes venant de plusieurs bords sont là de manière à guider aussi l'entreprise sur ses actions et ses priorités. Gwendoline, vous étiez également dans Impact AI. Oui. Vous pouvez nous expliquer du coup ce que… Oui, donc Impact AI, c'est l'un des plus gros collectifs aujourd'hui des acteurs de l'IA. Donc on représente 90 entreprises, des petites, des grandes, des académiques. Et donc ça permet de prendre le pouls. Moi, j'ai la chance d'avoir été élu au conseil d'administration et donc du coup de pouvoir vraiment comprendre un peu au quotidien les préoccupations des parties prenantes, où va le marché. On répond aussi aux consultations, notamment de la Commission européenne. Et du coup, moi, mon conseil par rapport à la question de par où commencer, c'est vraiment, je pense, d'interroger les parties prenantes de l'entreprise. Je rejoins ce que disait Emmanuel. Si on le centre sur l'entreprise, c'est si je donne la parole, si je pose la question à mes clients, à mon board, à mes salariés, à mes fournisseurs, ils vont peut-être avoir des attentes très différentes vis-à-vis de l'éthique, quoi. Parce que ça reste un peu un ovni, l'éthique assez mal définie en entreprise, mal pratiquée, etc. Donc, moi, je dirais, posez-leur la question, comment ça se matérialise pour vous? Peut-être qu'il y aura des questions un peu différentes entre les parties prenantes. Et après, d'essayer de mettre un point de départ par rapport à ces attentes où je me situe. Essayer de factualiser par rapport à ce qui se fait dans l'état de l'art. Et aujourd'hui, l'état de l'art, il est quand même plutôt documenté. Que ce soit à travers des livres blancs, des questionnaires, des certificats qui arrivent, des projets de loi, etc. Et de se dire, est-ce que je suis plutôt à 0, 0,5 et du coup, quelle ambition je me donne et comment je vais faire la démonstration tous les ans d'avoir suivi ma trajectoire, quoi. On a une question, a priori. Tout à fait. Jean-Claude nous demande, c'est comment réagissent vos clients quand vous refusez une mission? Et est-ce que vos clients même partagent avec vous leurs chartes? Est-ce qu'elles existent? Oui, les clients partagent des chartes, ou en tout cas, on en voit de plus en plus. Comment réagissent les clients? Après, ça rentre dans le management opérationnel et l'exécution. Donc, du coup, de toute façon, on a toujours une relation avec les clients. On essaye de border la chose et d'expliquer que nos ingénieurs viennent pour développer certains types de projets et celui-là ne rentre pas dans nos cordes. Donc, du coup, on est vraiment désolé. Par contre, on pourrait s'adresser à d'autres problématiques à l'intérieur de leur exploitation. Et donc, voilà, on essaie de le faire intelligemment en discutant et on explique pourquoi. Donc, du moment qu'il y a de la communication et qu'elle est authentique, transparente et positive et objective, pour le coup, ça passe à chaque fois. On ne met pas un mur en disant non, on refuse. Gwendoline? Ouais, un peu pareil. C'est-à-dire que pour moi, je pense qu'il faut, à partir du moment où on est objectif et on dit, voilà, c'est pas parce que votre tête ne revient pas ou parce que parce qu'on n'a pas envie de travailler ou je sais pas. C'est juste que, regardez, on a pris ces engagements-là. Vous faites plus de 20% de votre chiffre d'affaires sur la pêche au chalut, par exemple. On a décidé de l'exclure.
voilà, regardez, vous nous demandez des choses, on ne peut pas. Et donc à partir du moment où c'est documenté, objectivé, où ça se base sur des consensus un peu mondiaux, des références, et il y en a beaucoup, généralement ça passe. Voilà. Ou alors ils vont voir ailleurs. Du coup. Oui, ils vont voir ailleurs. Mais voilà, on assume, nous c'est un parti pris. Voilà. Emmanuel, votre vision de ça? Non, juste pour répondre à la question que vous posez, je rejoins William Ngwenal sur le fait que c'est véritablement, encore une fois, le tout début, c'est un questionnement en interne. C'est vraiment un questionnement. Si on est confronté à des problématiques et on s'aperçoit qu'on ne sait pas les résoudre, ou en tout cas qu'on est un peu indécis dans la manière de les résoudre. Donc la première des choses, c'est vraiment avoir une discussion en interne pour déjà, ne serait-ce que soulever des problématiques et identifier ces problématiques. Et puis après, évidemment, moi je ne saurais que recommander de se tourner vers un éthicien qui va venir, alors soit faire un audit formel, soit rentrer dans les discussions, discuter avec les gens, même quelque chose d'informel, parce que là aussi, l'éthicien va poser des questions que, effectivement, le programmeur ou le CEO ne va pas forcément se poser lui-même, ou le collaborateur ne va pas se poser. Et de la même manière, l'éthicien va aussi apprendre des problématiques qui sont spécifiques à un acteur de l'entreprise. Donc je pense que la première chose, c'est vraiment de se poser des questions en interne, d'essayer de les identifier, puis ensuite, quand on s'aperçoit qu'on est un peu bloqué, se tourner de la même manière. Quand on a un problème juridique, on va voir un avocat, quand on a un problème éthique, on va voir un éthicien. Ça me paraît la moindre des choses. Et puis ensuite, on met en place ce qu'il y a à mettre en place. Alors, Catherine, une question quand même de nos invités, de nos intervenants à distance, par exemple, de notre public. C'est sur la solution de définition d'une personnalité juridique de l'IA, par rapport à cette contrainte. Donc, pour vérifier la conformité d'une IA, ne faut-il pas d'abord réglementer la reconnaissance d'une personnalité juridique de l'intelligence artificielle, avec ce que cela implique au niveau de la responsabilité associée? Le problème avec cette question, c'est que en fait, on comprend mal ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le mot intelligence est mal utilisé. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Donc, on peut donner une personnalité juridique à un individu, on ne peut pas donner une personnalité juridique à un système d'algorithmes, aussi sophistiqué soit-il, parce qu'il n'y a pas d'intentionnalité derrière. Et par exemple, quand on va poursuivre quelqu'un pour un méfait, il va y avoir une enquête, on va essayer de voir quelles étaient les intentions, quelles étaient les volontés. On ne peut pas faire ça dans une IA. Donc une personnalité juridique à un IA, c'est purement symbolique, ça existe effectivement dans les pays du Golfe, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Ça arrivera le jour où on atteindra une intelligence artificielle qui sera équivalente aux capacités cognitives d'un être humain, c'est-à-dire pas demain, pas après-demain, pas dans 10 ans. Alors, on a du temps, effectivement, si on écoute Rickersville, ça va arriver dans pas très très longtemps, mais pour le moment, en fait, c'est une question qui est posée parce que, là aussi, il y a un problème de définition de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Le mot intelligence artificielle est un mot qui est, en tout cas une formule qui est extrêmement trompeuse sur la réalité de ce qu'est l'intelligence artificielle en l'occurrence. Après, sur la responsabilité, au-delà de la personne morale, je pense qu'on peut supposer que le règlement qui devrait arriver va baliser, un peu comme sur le RGPD européen, un responsable de traitement principal et des sous-traitants, et une chaîne de sous-traitants, et obliger justement à identifier cette chaîne de sous-traitants. Et c'est par exemple, je sais pas, s'il y a un problème sur une voiture autonome, c'est d'abord peut-être le constructeur qui a vendu la voiture, mais après il aura cascadé à la personne, à Bosch qui lui a vendu le système, et lui-même a sous-traité, etc. Et donc d'avoir cette cascade et de formaliser, et notamment dans ce fameux registre qu'on aura, où on devra déclarer les IA, alors on devra aussi déclarer un petit peu cette chaîne de commandement et qui était le donneur d'ordre, qui était la maîtrise d'œuvre et les sous-traitants, etc. Je crois qu'il y avait va vraisemblablement aller vers là. Un des GAFAM qui disait qu'il fallait également mettre le client et l'utilisateur. Bien sûr, ah oui. Mais c'est même pas une question nouvelle. Enfin, ça aussi, c'est pareil. À chaque fois, on a l'impression de découvrir le monde. Dans n'importe quelle industrie, il y a des chaînes de responsabilité. Je veux dire, c'est pas spécifique à l'intelligence artificielle. Et dans n'importe quelle industrie, quand il y a un problème, on s'aperçoit que malgré le fait qu'il y ait une chaîne qui soit établie, ça aide effectivement pour la lecture. Mais ça ne détermine pas a priori qui sera responsable au final. Moi, j'étais militaire pendant 27 ans, il y a des chaînes hiérarchiques qui sont extrêmement établies. Je pourrais vous donner des milliers d'exemples où finalement on tape sur le moins fort, celui qui va crier le moins fort dans la boutique, c'est-à-dire généralement le moins gradé. Et donc toute la chaîne hiérarchique passe à côté. Donc oui, effectivement, il va y avoir ces balises, elles sont utiles, elles sont nécessaires parce qu'elles permettent d'avoir une lecture, mais encore une fois, elles ne sont pas suffisantes. Elles sont vraiment pas suffisantes. Une question de Christophe. Au sein de tes équipes, Christophe Offray, qui est référent sur tous les sujets de data au sein de la rédaction. L'éthique devrait-elle être au programme de la formation des futurs professionnels de l'IA et les écoles ont-elles intégré cette dimension dans leur cursus? J'avais demandé justement s'il existait des formations. Donc merci Christophe. Merci.
Il existe des formations, mais qui restent, à mon sens, extrêmement balbutiantes. C'est-à-dire que, à ma connaissance, en tout cas, l'essentiel des formations, et c'est le cas pour les universités, donc le public comme le privé d'ailleurs, c'est que les universités, même publiques, sont des entreprises. Elles forment des gens qui vont finalement assurer la conformité aux règles, mais pas la réflexion éthique. D'accord. Donc on forme des gens qui sont capables de lire le RGPD, qui sont capables de lire les AI, qui sont capables d'expliquer qu'est-ce que l'IA de confiance, qu'est-ce que l'IA responsable, qu'est-ce que. Mais sans la réflexion dont moi je parle à chaque fois, qui est la réflexion de fond. Encore une fois, l'idée c'est pas de faire de la philo, c'est pas de plonger dans les présocratiques, c'est simplement de dire ok, posons-nous des questions qui vont simplement au-delà de j'applique bêtement une règle, parce que comme disait Gwendal tout à l'heure, oui c'est sympa d'appliquer les règles ou d'avoir une charte, mais si finalement on ne se l'approprie pas et si finalement on n'est pas convaincu du bien fondé de ces règles et si on ne les comprend pas, si on n'en comprend pas le fondement, on n'avance pas. Donc pour répondre à la question clairement, oui, il y a un défaut, il y a un manque de formation en éthique, en vraie éthique, je parle, moi j'appelle ça la cosmétique quand on essaye de cacher derrière un discours éthique un petit peu des pratiques qui sont juste des règles, des principes, il y a un défaut de réflexion éthique philosophique. Il y a vraiment un gros défaut et il faut que ces formations, elles apparaissent dans les cursus de formation professionnalisants comme dans les cursus classiques. C'est ce que vous me disiez d'ailleurs en préparation de cette soirée, que vous alliez vous très loin dans les phases très amont en fait, dans votre charte, dans les processus pour les développeurs de l'IA. Vous disiez on repère les externalités négatives par exemple. Oui, et pour ça, c'est vrai qu'il faut que les personnes qui les conçoivent, ils en aient conscience. Et donc du coup, il faut que dans leur bagage initial, ou que la société civile, à travers aussi des ONG, etc., puisse accompagner et former. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une carence. Et un développeur, il a appris à coder, entre guillemets, mais s'il n'a pas conscience de ça, s'il ne prend pas un peu de recul, il ne saura pas de lui-même que potentiellement ça peut être biaisé, comment on identifie un cas qui peut être problématique, vers qui je me dirige, etc. Donc en effet, je pense que la question de la formation, de la culture, elle est primordiale. Et je pense que là-dessus, il y a une grosse marche à franchir parce que moi, quand je regarde des CV, ce qui est mis en avant, c'est Python, Scikit-learn, PyTorch, etc. Je n'ai jamais vu encore, malheureusement, dans les CV de data scientist, par exemple, de lignes sur l'éthique de l'IA. Donc, En même temps, ce que vous disiez, William, c'est que ce sont des sujets abordés systématiquement dans les entretiens d'embauche. Ah ouais, carrément. Il y a une attente, il y a une attente très forte. Donc mais à la limite, il se pose la question de vous, pas d'eux. C'est ça que vous me dites. Ah oui, carrément. C'est immédiat en plus. C'est même limite au téléphone ou au premier contact. Et c'est quoi? J'ai regardé un peu vos projets. Donc ça, c'est pas mal, mais ça, c'est pas trop ce que je voulais faire. Est-ce qu'on peut choisir un peu ces sujets dans l'entreprise? Est-ce que... c'est vraiment des vraies demandes officielles. Il doit quand même bien y avoir aussi des développeurs pour qui finalement ils savent à qui s'adresser. Ouais, oui, d'accord. Oui, ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, les gens vont toujours chercher de l'éthique chez les autres, mais ne vont jamais questionner leur propre éthique. Oui, donc ça, c'est une question de responsabilité. On va toujours essayer de dire, c'est lui qui est responsable. Ouais, c'est vrai. Quand on disait, par exemple, tout à l'heure, où on parlait des utilisateurs qui doivent être inclus dans la chaîne de responsabilité, l'utilisateur qui livre ses données sur les réseaux sociaux, il va avoir des attentes à l'égard des GAFAM, mais il va pas se poser la question de sa responsabilité dans le fait qu'il ait distribué gratuitement des données. Donc là aussi, il y a une prise de conscience, une prise de responsabilité qui doit être faite de la part des gens. C'est pas simplement je vais chercher des valeurs éthiques, c'est qu'est-ce que moi j'apporte comme valeur éthique et comment moi je me positionne en termes de je prends mes responsabilités, je suis conscient de ce que je fais, je suis en train de faire une ligne de code, elle est peut-être complètement anodine, mais peut-être que demain cette ligne de code va être utilisée dans un système qui va être un système militaire et qui va être un système qui va permettre par exemple de faire du ciblage sur des individus. Donc je veux dire, voilà, il y a toute cette réflexion à avoir, mais ça fait partie de la formation. Il faudrait effectivement que les gens qui font de la programmation, on leur dise, ok, chaque fois que vous faites quelque chose, chaque fois que vous faites une ligne de code, il faut que vous soyez conscient que potentiellement, même cette ligne de code extrêmement anodine, voire même qui est supposée avoir une finalité extrêmement positive, peut être détournée. C'est-à-dire quand on invente la fission nucléaire, on ne se doute pas qu'on va faire exploser Hiroshima et Nagasaki. La fission nucléaire en tant que telle, ok, c'est une belle avancée technologique. Quand on voit ce qu'on en a fait, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est là où il faut que les gens prennent conscience que ce n'est pas simplement le patron qui a une responsabilité à apporter des valeurs éthiques, c'est moi, qu'est-ce que j'apporte comme valeur à cette entreprise? Est-ce que j'adhère à ces valeurs? Est-ce que je suis conscient de ma responsabilité? Est-ce que je suis conscient de mon rôle? Mais tout ça, c'est un questionnement, c'est des discussions qu'il faut avoir au sein de l'entreprise, et ça va au-delà simplement de la conformité, là, pour le coup. Donc on arrive... Il y a d'autres questions? Oui, en fait, en bon à cette remarque, donc je vais relayer la question et la remarque d'Olivier Lafosse. Donc, l'approche de la Commission européenne est basée de façon classique sur l'analyse de risques comme le nucléaire, l'industrie chimique, ce qu'on vient de souligner.
Alors, nous le savons, comme l'a théorisé Nassim Nicholas Taleb dans son livre Le signe noir, la puissance de l'imprévisible. Certains événements imprévisibles ont une faible probabilité de survenir, mais qui peuvent produire et avoir des conséquences énormes. N'est-il pas une autre approche possible, une démarche d'analyse de risque ou une gestion normative? Mais de toute manière, je pense très honnêtement que la question éthique, elle doit faire partie des processus de gestion de risque. C'est-à-dire qu'on peut se positionner en disant je ne veux pas faire ça ou je le fais, mais ça fait partie de la gestion de risque. Encore une fois, quand on fait de la gestion de risque, on regarde quels sont les risques externes, quels sont les risques internes, quels sont les moyens à mettre en œuvre, quelles sont les barrières. Et bien pour l'éthique, c'est pareil. Tout à l'heure, vous posiez la question, il y a une demande d'éthique. Qu'est-ce qui se passe si je ne réponds pas à cette demande d'éthique? Donc oui, effectivement, il y a cette approche qui est une approche de gestion de risque. Le problème, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, et on fait tous ça plus ou moins, on essaye de faire des copier-coller avec de l'existant. Tout à l'heure, vous parliez de la déontologie, enfin, de l'éthique médicale. Maintenant, on voit fleurir un petit peu des idées sur l'intelligence artificielle. On va utiliser les principes de l'éthique médicale. Parce que finalement, comme on ne sait pas faire autrement, et comme il n'y a pas de vraie réflexion, comme il n'y a pas de vraies personnes qui sont formées à ça et qui apportent une vision transverse, eh ben, les gens qui essayent d'occuper cet espace-là font du copier-coller avec « tiens, ben, j'ai vu ça quelque part, je le ramène, voyons comment on peut l'ajuster ». Et ça ne marche pas. Mais, encore une fois, il faut qu'il y ait une vraie réflexion de fond. C'est ça le plus important, il faut une réflexion de fond. Alors justement, Gweitbel qui travaillait avec justement un écosystème sur ces sujets-là, vous me disiez que vous travaillez à la conception d'un guide qui allait sortir prochainement, le guide de l'IA. Oui, on a sorti un guide déjà en juin-juillet dernier, guide pratique sur le développement de l'IA de confiance. Donc ça, c'est Impact AI. Exactement, c'est Impact AI. Donc on avait une quinzaine d'entreprises qui ont partagé concrètement des conseils sur la conception, sur l'utilisation d'outils, l'utilisation de guidelines, de frameworks, etc. Essayer d'être au maximum dans le concret. Alors ça n'engage, ou entre guillemets, c'est uniquement les contributeurs qui mettent ça. Mais c'est une vision d'une quinzaine d'entreprises. Voilà, exactement, et qui sont plutôt représentatives en termes de secteur d'activité. Et donc moi je crois beaucoup au partage là-dessus pour aussi égayer un peu et éveiller les consciences et faire en sorte que le débat s'élève un petit peu. Absolument. Et je pense qu'on a besoin de le prendre un peu par les différents bouts, à la fois par des comités éthiques et aussi que les praticiens au quotidien puissent avoir des outils au quotidien, parce que sinon les gens sont un peu démunis pour savoir concrètement comment ils peuvent mettre ça en application. Et là, il y a un autre guide avec l'INR, c'était ça qui était en préparation? Oui, et côté INR, il y a aussi un guide qui est en cours. Donc l'INR, c'est l'Institut du numérique responsable, et donc qui était historiquement plutôt sur les sujets Green IT et qui là maintenant s'est ouvert sur l'ensemble des enjeux de responsabilité, sur la conception du coup responsable de l'IA, avec là encore des conseils, des retours d'expérience pratico-pratiques, et il devrait sortir normalement d'ici la fin de l'année. Il y a également le Numéum, donc qui est l'ancien, le nouveau nom de Syntec Numérique et Tech in France, qui sort également un guide autour des éthiques et de l'IA. Donc à l'attention de ses membres, mais je pense qu'il est accessible sur leur site. Voilà, eh bien nous arrivons au bout de notre discussion. Il n'y a plus de questions, c'est bon? Merci à vous, merci à vous de nous avoir écoutés et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.